Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Anne Marchand. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, la dette de la Belgique augmente et cela pose problème. Le premier problème avec une dette, c'est qu'effectivement qu'il faut payer des intérêts. L'IA est au centre des entreprises et l'Europe n'est pas à la traîne. Les entreprises de plus en plus se posent la question de s'orienter vers des champions européens. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour parler du fait qu'il y a trop peu d'entreprises qui font faillite et que cela nuit à notre productivité. Z sur 7 à la une. Le ministre des Finances et le directeur de l'Agence de la dette ont fait leurs calculs. La dette de la Belgique a augmenté de 27 milliards d'euros l'an dernier. Emprunter de l'argent coûte de l'argent et les charges d'intérêt frôlent les 14 milliards d'euros, soit 2,6% de la richesse produite. Jean Debout, directeur stratégie de l'Agence de la dette, nous explique. Le premier problème avec une dette, c'est qu'effectivement qu'il faut payer des intérêts. Et donc c'est pas le remboursement, mais c'est surtout les intérêts. Et là, nous avons constaté que les charges d'intérêt ont augmenté pour la deuxième année consécutive, ce qui n'est pas très surprenant parce que la dette elle-même, elle augmente un tout petit peu et les taux d'intérêt sont plus élevés de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Le gouvernement prend des mesures pour stabiliser la dette, affirme Jan Jambon, mais les résultats ne seront pas encore visibles cette année ni l'an prochain. On l'écoute. D'abord, on fait à notre appareil interne une économie de 1,8% chaque année. Et l'autre fois, c'est vraiment un gouvernement de réforme sur le marché de travail, réforme dans les pensions, réforme dans la fiscalité, juste pour atteindre l'objectif de stabiliser notre budget à un taux qui est acceptable pour l'Europe. Malgré sa dette élevée, la Belgique continue d'attirer les investisseurs. L'Agence de la dette a profité de l'engouement pour réaliser 2/3 des besoins de financement de l'ensemble de l'année. Jean Debout est directeur stratégie de l'Agence de la dette. Il y a beaucoup de demandes pour le papier du gouvernement belge. Donc là, on ne peut certainement pas se plaindre. Au niveau, est-ce que ça donne des problèmes, le fait qu'on a tellement de dettes? On a pu constater que le différentiel de taux que nous payons par rapport à, par exemple, l'Allemagne, il a en fait diminué. La hausse des dépenses militaires pourrait bouleverser les analyses de l'Agence de la dette. Si les pays de l'OTAN décident fin du mois de porter les dépenses de défense à 5% du PIB au lieu de 2%, le Trésor public devra adapter son plan de financement pour emprunter beaucoup plus sur les marchés. Z sur 7 à la une. On le sait, l'intelligence artificielle révolutionne le monde de l'entreprise. Malte, une des plateformes leaders du freelancing en Europe, constate qu'au niveau de ses compétences, il y a un net écart entre offres et besoins des entreprises. Malik Azouzi, General Manager de Malte Benelux. On voit un décalage, par exemple, entre le nombre de freelances qui indiquent avoir des compétences en intelligence artificielle. Ce nombre de freelances a augmenté de 30% en 2024 et le nombre de demandes du côté client en projet en intelligence artificielle qui, lui, de son côté, a augmenté de 230%. Les freelances qui se forment efficacement en IA ont donc une longueur d'avance et la rapidité avec laquelle cette technologie évolue peut parfois prendre de court des entreprises qui peinent alors à s'adapter. Malik Azouzi. Près de 30%, voire 40% sur certains métiers, à l'heure actuelle, des talents sont des freelances. Et que donc, en tant qu'entreprise, tant que vous n'êtes pas adapté à cette réalité-là, tant que vous n'avez pas une capacité de manière structurelle d'avoir accès au marché du freelance, vous vous fermez à ces talents-là qui, par définition, sont des talents agiles, sont des talents qui amènent de la flexibilité, de la vélocité, de l'expertise. Cette étude démontre également que l'Europe a les talents nécessaires pour répondre à la demande, notamment en matière de cybersécurité, devenue aujourd'hui indispensable, et l'essor de fournisseurs comme Mistral ou Scaleway le prouve. Pour finir, Malik Azouzi, General Manager de Malte Benelux. Je pense que le contexte macroéconomique fait que également, à l'heure actuelle, les entreprises de plus en plus se posent la question de s'orienter vers des champions européens qui sont connus comme étant des champions mieux régulés, plus vigilants également sur ces sujets-là, et donc mieux à même de traiter tout ce qui est gestion des données de manière propre et clean pour les entreprises.
Selon Malte, les entreprises évoluent de plus en plus vers un format hybride, des équipes mixtes avec d'un côté des employés qui assurent la continuité sur le long terme et de l'autre des freelances qui amènent expertise et compétences sur des points spécifiques. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, nous avons au centre de la table un sujet qui donne à réfléchir. Trop peu d'entreprises ont fait faillite en Belgique, ce qui nuit à notre productivité et à notre prospérité. Quel est le problème avec le nombre insuffisant de faillites et de création d'entreprises ? Le problème est que l'économie belge est beaucoup trop statique. Nous avons trop peu de nouvelles entreprises, un faible taux de naissance des startups et trop peu de faillites, un taux faible de taux de décès des entreprises. Selon Statbel, l'Office belge des statistiques, la part des nouvelles entreprises en Belgique ne présente que 8% du total, soit moins que dans les pays comme les Pays-Bas, 10%, ou les États-Unis, 12%. Parallèlement, seuls 1 à 2% des entreprises font faillite chaque année en Belgique, contre 3 à 4% aux États-Unis. Une économie dynamique a besoin à la fois de nouvelles entreprises et de faillites. Les nouvelles entreprises apportent l'innovation, tandis que les faillites laissent la place à des acteurs plus efficaces. Une plus grande rotation des entreprises stimule également la croissance de la productivité. En Belgique, cependant, nous constatons que les entreprises en place, celles que l'on appelle les opérateurs historiques, dominent. Cette situation étouffe la concurrence et l'innovation, ce qui se traduit par une faible croissance de la productivité et, en fin de compte, par une moindre prospérité. Sans dynamisme, notre économie stagne et nous ressentons tous dans nos poches. Vous mentionnez la faible croissance de la productivité comme une conséquence, mais quel est le lien avec le nombre insuffisant de faillites et quelle est la position de la Belgique sur le plan international à cet égard ? Alors, la croissance de la productivité mesure l'efficacité avec laquelle nous créons de la valeur, par heure de travail ou de capital investi. En Belgique, cette croissance est inquiétante depuis des années. Selon la Banque nationale, la productivité n'augmente que de 0,8% par an au cours des 20 dernières années, contre 4,3% dans les années 70. Au niveau international, nous faisons piètre figure. Entre 2012 et 2022, la productivité a augmenté de 4,3% aux Pays-Bas, de 9,6% en moyenne dans l'Union européenne et beaucoup moins en Belgique. Le nombre insuffisant d'échecs joue un rôle majeur à cet égard. Les entreprises inefficaces, également appelées entreprises zombies, persistent grâce aux subventions ou au crédit bon marché. Une étude de la Banque nationale de 2022 estime que 10% des entreprises belges ne sont pas viables sans soutien. Ces entreprises bloquent des ressources tels que le capital ou le talent, qui pourraient être affectés à des startups innovantes. Aux États-Unis, où les faillites sont beaucoup plus fréquentes, nous constatons que la croissance de la productivité reste plus élevée, en partie grâce à une destruction créatrice plus rapide. En l'absence de faillite, le marché reste engorgé, ce qui freine la croissance de notre productivité et de notre richesse. Nous avons donc besoin de plus de start-up et de plus de faillites. Comment pouvons-nous y parvenir et que pouvons-nous apprendre des autres pays ? Pour rendre notre économie plus dynamique, nous devons faciliter la création d'entreprises et des faillites. Première, start-up. La Belgique a des barrières élevées à l'entrée, comme des réglementations complexes et une charge fiscale sur le travail de 53%, l'une des plus élevées de l'Union européenne. En 2023, seul 1,2 milliard d'euros de capital risque avait été investi en Belgique contre 7 milliards d'euros aux Pays-Bas. Une idée serait d'accorder aux startups belges une exonération temporaire des cotisations sociales ou d'introduire des allègements fiscaux pour les investisseurs. Pour les faillites, cesser de maintenir artificiellement en vie les entreprises zombies. Au Danemark et en Suède, on laisse le marché faire son travail plus rapidement. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous sommes déjà aux 4 dernières minutes de ce podcast et pour finir, nous allons analyser les marchés financiers avec Olivier Colsoul, senior stratégiste chez AG. Aujourd'hui, on va parler des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui ont repris récemment.
Olivier Colsoul. C'est une bonne chose que ces négociations reprennent. Alors l'accord d'il y a un mois prévoit logiquement d'avoir un accord équilibré, une sorte de donnant-donnant entre d'une part des terres rares chinoises contre des semi-conducteurs américains. Maintenant, concernant les terres rares, la Chine dispose, en tout cas possède, je dirais, une position dominante et donc c'est un atout qu'elle va exploiter. Et le fait que Donald Trump ait dernièrement qualifié de dur ou difficile les négociations avec la Chine, c'est sans doute une manière déjà d'annoncer qu'il n'aura pas gain de cause sur toute la ligne dans son bras de fer avec la Chine. La semaine dernière, la BCE a baissé les taux à 2% et le marché obligataire européen et américain a réagi à cet assouplissement monétaire. Il y a une baisse des taux d'intérêt de la part des banques centrales, c'est en général synonyme d'un soutien pour les marchés obligataires et on peut dire que ça a été le cas sur la période écoulée, donc une période de 12 mois et plus encore sur le vieux continent qu'outre-Atlantique puisque la performance du marché obligataire global européen tourne autour de 4%. Alors cette performance, elle n'a pas été linéaire, elle aurait même pu être meilleure s'il n'y avait eu la remontée des taux allemands en mars pour cause de relance budgétaire. Outre-Atlantique, la performance est bonne, elle tourne autour de 3,7%, mais en dollars uniquement. Et là, je dirais que les remous issus de la guerre tarifaire et des discussions budgétaires au Congrès ont pesé dernièrement, en tout cas, sur la performance. Et si on raisonne en euros, il y a une grosse différence, comme pour le marché des actions. Oui, puisque la performance américaine, elle aurait été négative si on la convertit en euros. Alors l'euro a fortement augmenté depuis le début de l'année, et sur les 12 derniers mois, sa progression est plus faible, autour de 4,5%, mais il n'empêche que la performance aurait été négative. Alors il n'est pas rare non plus de voir les investisseurs obligataires, je dirais, se couvrir contre le risque de change, puisqu'ils ont en général un profil plus prudent. Mais je dirais, cette couverture, elle a un coût que l'on peut chiffrer autour de 2% actuellement. Donc ce n'est pas rien. La baisse des taux était attendue par la BCE, mais il y a un doute pour les prochaines réunions. Olivier Colsoul. Je pense que la BCE a sans doute presque atteint l'objectif qu'elle voulait avoir en matière de taux d'intérêt. Elle n'a peut-être pas complètement épuisé son arsenal de baisse, puisque en fait, elle prévoit malgré tout, dans le contexte actuel, un affaiblissement de la croissance au deuxième trimestre. Et n'exclut pas non plus un troisième trimestre légèrement négatif, ce qui pourrait l'inciter, je dirais, à baisser une dernière fois ses taux d'intérêt, histoire de les amener en territoire légèrement accommodant. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste vous dévoilera les coulisses du magazine Trends Tendance de cette semaine. Vous y retrouverez également toutes vos analyses et actualités du monde économique. Mais en attendant, voici 1 minute de conseils pour mieux gérer l'énergie en entreprise avec Luminus. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre installation solaire peut intelligemment contribuer à l'équilibrage du marché de l'énergie. Quand on parle d'énergie solaire, on pense souvent à la rentabilité. Mais saviez-vous que vos panneaux solaires peuvent également aider à stabiliser le réseau électrique ? Et que vous êtes rémunéré pour cela ? Cela se passe via le marché du déséquilibrage, un mécanisme qui garantit que la production et la consommation d'électricité restent toujours équilibrées. Ce qui devient de plus en plus complexe aujourd'hui avec la montée du solaire et de l'éolien. Les entreprises équipées de panneaux solaires peuvent jouer un rôle important. Grâce à un système intelligent, nous adaptons la production de vos panneaux de façon flexible, et ce, sans impacter votre propre consommation. Ainsi, vous contribuerez à l'équilibre du réseau et cela rapporte, car votre fournisseur pourra vendre cette flexibilité sur le marché du déséquilibrage. Vous êtes ainsi rémunéré pour injecter quand le réseau en a besoin et vous évitez la surproduction aux heures de pointe. C'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour le réseau. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.